bonjour à tous, nous sommes au Pas à Pas généalogie numéro 4. Comment créer un cahier de reportage de généalogie? Alors, il me semble que si vous avez déjà eu des contacts avec votre famille et que vous êtes motivé pour faire votre généalogie, vous avez déjà dû accumuler pas mal d'informations. Votre idée a plu aux membres de la famille. En général, ils vous utilisent comme personne de référence quand c'est comme ça. Et donc, du coup, les informations affluent. Surtout quand c'est encore chaud, alors ils aiment bien ça. Et ce que nous allons faire aujourd'hui, c'est créer, avec des astuces, un cahier de généalogie simple et basique. Vraiment le plus simple possible et le plus basique possible. C'est un prérequis qui me sert encore et encore depuis des années et des années de recherche. J'utilise toujours ce système. Vous vous rappelez que je vous avais dit qu'il y avait différents types de généalogistes. Il y avait les collectionneurs et les limiers. Les collectionneurs qui adorent les dates, les prénoms, etc., qui s'occupent, les noms de famille, qui s'occupent pas trop des détails. Puis les limiers qui font plus dans le détective. Ça, c'est mon style, hein. C'est vraiment... aller voir les détails et chercher, j'en connais pas mal parmi les blogueurs qui sont des limiers comme ça, et c'est passionnant. Donc pour en revenir aux preneurs de notes, c'est pareil, il y a deux sortes de preneurs de notes. Il y a ceux qui ont leur cahier qui est déjà bien préparé, dans lequel ils peuvent ajouter des notes au fur et à mesure, ils notent les dates, ils sont super bien organisés, ils ont leur carnet toujours en poche. Et puis à côté, il y a ceux qui notent sur des bouts de papier et qui en ont partout. Et le papier peut être différent, ça peut être une serviette de table, ça peut être une liste de courses, en fait tout ce qui leur tombe sous la main. Et puis il y a entre les deux des preneurs de notes dans des cahiers, mais qui ont des imprévus et du coup ils ont des feuilles de papier qu'ils rajoutent dans leur carnet de notes. Il n'y a pas de jugement de valeur là-dessus, chacun fait comme il le ressent. Chacun a une façon de vivre, de travailler, de réagir différemment, donc ça se respecte. Avant de vous donner des astuces, je vais vous expliquer une anecdote amusante qui m'est arrivée en fait avec ma tante. J'étais en train de cuisiner et puis j'avais les mains dans la farine, donc vous voyez, c'est pas le moment de prendre des notes. Le téléphone sonne, je vois que c'est ma tante, elle téléphonait rarement, donc je décroche. Et là, elle avait une envie subite de me raconter une histoire de famille. Et j'avais pas de papier, j'avais pas de crayon, je me suis dit, oh là, je vais pas me souvenir de tout ce qu'elle me dit, parce qu'elle parlait tellement vite, elle était tellement enthousiaste. Et j'avais posé au mur des carreaux de faïence pour faire un genre de tableau Velleda. Donc je prends ça avec le crayon qui va bien, qui est gros, donc c'est facile à écrire, et je note vite fait quelques lignes, beaucoup plus courtes que ce que je note d'habitude. Et ces notes sont restées pendant des mois en fait, parce que je ne savais pas trop quoi en faire, c'était un peu décousu, c'était... je ne voyais pas trop bien le lien. Et finalement un jour je me suis dit, mais je vais le photographier, comme ça je pourrai le mettre dans son dossier, ce sera plus simple. Si vous voulez savoir ce qu'elle avait à me dire qui était tellement urgent, c'est que elle s'était souvenue qu'on avait discuté quelques mois avant, moi j'avais complètement oublié la conversation, d'une personne. Et du coup, il lui était revenu en mémoire plein de choses par rapport à ces personnes qui sont effectivement de la famille, mais ce sont des descendants. Donc, c'est pas forcément des gens que je connais. Je connais certainement mieux les ascendants que les descendants qui sont éparpillés, qui ont parfois changé de nom par mariage, etc. Et donc, pour en revenir à ma tante, elle me donne toute cette liste de mots que je note et que je dois encore toujours démêler parce que j'ai pas tout compris, je l'avoue. Et puis aussi, elle me dit, tu sais, il faut que je te raconte aussi, je me rappelle de quelque chose. Quand mon père, donc mon grand-père, avait acheté la maison, c'était en 1952. Donc ça, je le savais. Mais elle me dit, eh bien, ma mère a voulu absolument qu'on déménage avec une charrette à bois, une charrette en bois. Et on a mis la cuisinière là-dessus, et puis on est parti. Et comme on est parti, on a dû enfiler nos vêtements les uns sur les autres pour pouvoir aller jusqu'à la nouvelle maison. Alors, et ils avaient effectivement acheté une maison qui se trouvait, si vous voulez, un petit peu plus bas, au coin de la rue. Donc pour aller à pied, il n'y avait même pas 4-5 minutes, il n'y avait même pas 100 mètres à faire. Ma tante avait 4 ans à l'époque, donc sa mémoire,
c'était une mémoire d'enfant. Elle se souvenait de certains éléments. Moi, j'ai tout noté parce que c'était quand même intéressant à savoir. Ma grand-mère avait l'esprit pratique, donc elle a certainement demandé à ses enfants de s'habiller davantage. Quand ma tante m'a dit, c'était en novembre 1952, je me suis dit, ah oui, il a fait très froid cette année-là. Ça, je me souviens d'une date parce qu'on en a beaucoup parlé, d'un hiver extrêmement froid. Et donc, soit ma grand-mère s'est retrouvée dans une maison froide et a dit à ses enfants, habillez-vous davantage. Et puis, l'urgence était quand même de déplacer le poêle à bois, parce que ça servait aussi de cuisinière, pour pouvoir en fait chauffer le peu de maison, afin de pouvoir la ranger. Mais j'ai du mal à croire que les meubles ont été déménagés en charrette à bois. C'est pas possible. C'est pas possible. Les meubles étaient imposants. Ils rentraient pas dans la charrette. Et puis je voyais ma petite grand-mère qui allait tout déménager. Donc voilà, c'était une anecdote que j'ai pu vérifier. Effectivement, je savais que la maison avait été vendue achetée en 52. Qu'ils avaient déménagé, je le savais, mais je ne savais pas quelle période. Donc ça vous apporte toujours des informations. Et l'anecdote de la petite fille qui voit sa sœur habillée avec 2 manteaux, elle me disait, elle a eu du mal à enfiler les manches, et c'était dur. Et puis nous aussi, on essayait de s'habiller. Vous voyez, ça c'est des souvenirs émotionnels qu'on va pouvoir ajouter. Donc cette photo, je l'ai mise dans le dossier de ma marraine, de ma tante, parce que je sais que c'est elle qui me l'a raconté, mais ça fera partie de la biographie familiale quand je vais pouvoir compléter en fait tout ce qui tourne autour de l'achat de cette maison. Donc c'est des petites choses qu'on peut garder sans problème. Et ça, c'est des notes, vous voyez, c'est arrivé de façon imprévue. Bon, je les ai mal organisées, c'est vrai, il m'a fallu du temps en fait pour m'en remettre un peu, parce qu'après j'ai replongé les mains dans la farine, mais voilà, c'est des choses qui vont vous arriver, hein. Ça c'est, les anciens sont comme ça, tout d'un coup, ils ont un souvenir, une idée, il faut absolument les écrire. La première chose, la première astuce que je vais vous conseiller de faire, c'est de créer votre journal et de prendre vos notes en vrac. N'essayez pas de vous organiser, les choses elles arrivent au fur et à mesure. Je pense que tous les généalogistes vont vous le dire, c'est pas quelque chose de très structuré, la structure elle vient après. Les informations que vous avez là, elles vont commencer à déborder parce que peut-être que vous n'auriez pas pensé avoir autant de succès à la pêche aux informations, mais maintenant que les gens savent que ça vous intéresse, ils deviennent plus bavards. Ils ont une personne référente vers laquelle ils peuvent se tourner pour partager en fait leur moment de vie. Ils vont dire « Ah ben tiens, voilà, Louis ou bien Jeanne vont pouvoir être intéressés par ce que je vais leur raconter. » Vous pouvez aussi leur dire « Notez-le sur papier. » Alors ça, ils aiment moins, mais dites-leur. Si tu as des cartes postales ou des choses comme ça m'intéresse. Donc, ils vont vous les garder. En tout cas, par expérience, je sais que c'est ce qui se passe. Alors, comme vous allez créer un journal et que vous allez entendre des choses qui viennent de toutes parts, les personnages vont se mélanger. Ils vont se délier, ils vont, comme ma tante a fait, elle va mélanger en fait les... Elle a cru que c'était le déménagement, mais ça ne l'était pas. Donc, les événements... vous allez les trier par la suite. Quand vous aurez plus d'informations exactes, avec les actes et avec vos recherches, vous allez pouvoir faire quelque chose de plus... une pâte bien mélangée. En fait, maintenant, ce que vous récoltez, ce sont les ingrédients pour faire la pâte que vous allez pouvoir construire. Un petit truc, dans le journal, notez la date et si possible, notez le nom de la personne qui vous a donné l'information. Comme ça, vous saurez d'où ça vient. À partir du moment où vous commencerez à en avoir plusieurs, vous verrez que ce sera très utile. Alors, peu importe la manière de faire. Vous pouvez noter interview de mamie, interview de papy, entretien avec tante Luce, et vous allez pouvoir par la suite aussi créer un index. Donc, vous n'aurez pas besoin de fouiller à travers toutes vos pages. Vous saurez tout de suite ce qui se passe. Alors, une fois au calme, l'astuce numéro 2 consiste à organiser vos notes. Alors, dans un moment où vous êtes bien au calme, en fait, n'oubliez pas l'objectif que vous avez à atteindre, c'est de créer un journal avec les notes qui conviennent avec le personnage ou après avec la famille. Et donc, pour ce faire, ceux qui ont un cahier,
Vous continuez sur ce système-là. C'est un système facile, vos notes sont déjà reliées, elles sont déjà rangées, non pas chronologiquement, mais chronologiquement par rapport au moment où elles sont arrivées. Et en fonction des souvenirs de chacun, vous les utiliserez par la suite. Vous pouvez toujours, sur la page de garde, noter en index en marquant, voilà, comme je vous viens de vous le dire, entretien avec Tante Luce, entretien avec tonton Jacob, etc., etc. Pour ceux qui n'ont pas, qui n'ont pas de cahier, vous avez des feuilles, comme ça. Voilà, moi je les réunis par une grosse agrafe comme ceci. C'est ma manière de prendre note sur des brouillons. Là, ce sont des brouillons de recherche. Là, ce sont les notes que j'ai prises pour la formation de paléographie que je viens de faire. Donc je note tout ça, je les attache ensemble parce que sinon je risque de les balader et puis de les perdre. Vous pouvez aussi mettre en trombone et ensuite je les trie. En général, alors je ne l'ai pas sous la main, mais j'utilise un grand cahier Oxford dont les pages sont détachables. Et comme ça, je note le titre au-dessus. Et comme ça, je peux après les glisser dans des cahiers individuels ou dans des classeurs individuels. Et ensuite, pour ceux qui ont des notes accumulées par-ci, par-là, eh bien, soit vous organisez des fichiers comme ceci. Alors ça c'est des choses que je réserve pour les ancêtres dont je sais que je vais avoir beaucoup de documents. Par exemple, ça, ce sont les générations, comment je vais dire, photographiques. Vous savez, il y a eu beaucoup d'échanges de photos, des faire-part, etc. C'était le moment de l'imprimerie à plein essor. Donc, avec l'élastique, ça permet de ne pas perdre les petits feuillets. Mais vous pouvez très bien utiliser d'autres systèmes de classeurs comme ceci, simplement de carton, ou alors les grandes enveloppes, ça c'est pas mal. Vous gardez les vieilles enveloppes, vous les recyclez, et puis vous ajoutez tous vos documents dans votre cahier de notes, qui est, de ce fait-là, plus personnalisé, évidemment. On n'en est pas encore à quelque chose de bien structuré, on parle vraiment du départ, du brouillon, etc. L'astuce numéro 3, ce sera de créer des fiches individuelles. Alors, je vous rappelle, hop, on reprend l'arbre et on a 7 personnages. Donc, il va vous falloir 7 fiches individuelles. Je vous la crée sur le blog, vous pouvez toujours aller la récupérer, mais en fait, c'est très simple à créer. Alors, je prends une feuille vierge simplement et je vais noter, pareil, vous créez la première fiche en mettant le nom, le prénom. N'oubliez pas de mettre le numéro SOSA, comme ça peut déjà vous aider. J'oubliais de dire aussi, vous pouvez l'écrire à la main, mais si vous êtes habile à écrire sur le PC, vous avez les traitements de texte ici, nom, prénom. Deuxième partie, on va avoir besoin de 3 dates. La date de naissance et le lieu. La date de mariage et le lieu, si il y a eu mariage. Et la date de décès et le lieu. Bien sûr, ça ne concerne pas tout le monde. Là, ça va concerner en fait les personnes décédées. Vous les laissez toutes simples. Vous n'en rajoutez pas plus. C'est un peu plus fourni que ça, parce que là, du coup, vous avez la place pour écrire la date de naissance, le lieu, etc., etc. Ces 3 basiques, vous allez en avoir besoin tout le temps. Prenez l'habitude de le faire. Comme ça, quand vous montrez dans votre généalogie, vous aurez déjà ces bonnes habitudes. Attention, si ce sont des personnages vivants, au moment où vous rechercherez les actes, demandez-leur leur autorisation et surtout ne publiez pas ça sur Internet parce que vous enfreignez les règles de vie privée tout simplement. Je vous ferai un vlog rien que pour ça, de façon à ce que vous compreniez bien comment et quand on peut le faire. Donc vous avez déjà de quoi remplir, il y a déjà du boulot. Vous avez 3 actes, vous avez 7 personnes. Vous n'aurez pas tous les actes de décès puisqu'il y a des vivants, mais ça vous fait déjà pas mal de recherches. On viendra plus tard à la suite de toutes ces choses pour bien monter la généalogie. Là, nous sommes dans la collecte des informations. Nous sommes dans un journal. Donc du coup, la 3e partie,
la partie la plus basse, qui pourra se continuer sur différentes feuilles, ce sera la partie des informations recueillies. Donc, lorsque mon oncle a su que je m'intéressais à la généalogie, il est venu m'apporter le cahier de notes de mon grand-père. Alors, je vous le montre, c'est un tout simple cahier quadrillé. C'est encore un vieux, hein. Il y a encore, vous voyez, la ligne rouge sur le côté. Et il y a des écrits dedans qui ont à voir avec la généalogie, mais il y en a d'autres qui n'ont absolument pas à voir. Vous avez les petits papiers imprimés là qui sont sur le côté. Il a aussi une liste des composants de peinture. Voilà, sans doute qu'il en a eu besoin, je ne sais pas. Il a la liste des travaux qu'il a fait, combien ça lui avait coûté. Et puis, en plein milieu de ça, il y a de la généalogie. Donc, il était quand même un petit peu organisé, mais un petit peu pas organisé quand même. Donc, en fait, il a une page ici qui sont des renseignements. Alors, je vais vous la lire. C'est renseignements obtenus chez la veuve Rosion à Île-le-Pré le 23 août 1951. Il a commencé ce carnet en 1950. Et là-dessus, il a noté en fait les renseignements obtenus parce que visiblement, il cherchait à reconstituer une famille et il a le nom des parents, des frères et sœurs, etc., etc. Et le restant des pages concerne cette famille. Et c'est avec ça que j'ai pu commencer à connaître en fait une partie de mes ancêtres. Il y a quelques erreurs, mais dans la majorité, c'est juste. Ça m'a vraiment bien guidée, ça m'a mis sur une piste. Alors, vous voyez que lui, il a fait pareil, hein, il a dû avoir une note ici, qui a été rajoutée par la suite, sur lequel, écrit recto verso, il y a des choses qui ont été notées. Donc, je garde ces notes-là bien précieusement. Et bien sûr, je ne vais pas l'ajouter sur cette feuille-là, parce que vous vous rendez compte, je vais devoir tout transcrire, c'est beaucoup trop. Surtout que mon grand-père, en fait, en 50, il n'y avait pas de photocopieuse, hein. Il a noté, en fait, quand il a écrit un courrier à une mairie, il a recopié le courrier qu'il a écrit à la mairie. C'est des choses qu'on faisait dans le temps. Nous, on n'a pas besoin de ça, on prend une photo maintenant. Alors, c'est beaucoup plus simple. Donc, je ne vais pas ajouter tous ces textes ici en bas. Je vais simplement mettre en note, voir le cahier du grand-père. Je sais très bien, je l'appelle toujours comme ça. De 1950 et voilà, et comme ça je sais que j'ai cette information là. Vous pourrez faire de même avec des documents que vous aurez reçus par la suite. Je vivais loin de ma famille, à part mon oncle, et les archives étaient très loin, donc il fallait faire un voyage en train qui était de plus de 300 km. C'était vraiment une découverte, et puis surtout, quand j'ai commencé, il n'y avait pas internet, donc c'est ce genre d'informations qui sont des petits trésors pour moi. Voilà, avec ce que vous avez récolté à Noël et ce que vous récolterez ensuite, voici une façon de vous organiser. J'espère que ça vous est utile. Structurez-vous, prenez cette habitude de le faire dès maintenant parce que ça va vous aider énormément pour la suite. Je vous souhaite une bonne continuation et puis je vous retrouve la semaine prochaine. Bye bye, à bientôt.